Bonjour les enfants! On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Môme conserve. C'est le livre que j'ai commencé à vous lire. Le Môme conserve, c'est une histoire de Christine Nostlinger. C'est un roman que j'ai lu quand j'étais petite, qui m'a beaucoup plu et que je partage avec mes enfants et que j'ai envie de partager avec vous aussi. Je vais vous lire la deuxième partie de ce livre. Vous vous souvenez, hier, on a fait connaissance avec Madame Bartolotti, qui est une originale. Elle se maquille et s'habille bizarrement, elle mange salement, et elle a quelque chose de bien particulier, c'est qu'elle passe commande de choses dont elle n'a pas besoin. Et au début de cette histoire, Madame Bartolotti, elle vient de recevoir un énorme colis de 20 kilos. C'est une boîte de conserve. Et à l'intérieur de cette boîte de conserve, vous vous souvenez ce qu'il y a? Il y a un enfant. Cet enfant s'appelle Frédéric. Au début, il est tout rabougri, et pour le rendre lisse et beau, avec le regard brillant et des yeux blonds, Madame Bartolotti, elle verse sur lui le bouillon de culture avec lequel il a été livré. Cet enfant, il est très poli et il a besoin d'amour. Comme il vient juste de sortir de sa boîte de conserve, il dit à sa maman, Madame Bartolotti, qu'il a besoin de se reposer. Et c'est là qu'on s'était arrêté hier. Je vais donc démarrer la suite de la lecture de ce roman. Madame Bartolotti comprit à cet instant précis qu'elle aimait Frédéric. Elle laissa les stores baissés, quitta la chambre sur la pointe des pieds et ferma doucement la porte. Puis elle alla s'asseoir dans son fauteuil à bascule et prit un nouveau cigare dans sa boîte à cigares. Il lui en fallait absolument un. Les cigares la calmaient d'ordinaire. Madame Bartolotti tira 3 voluptueuses bouffées et les halo violets disparurent enfin de son champ visuel. Lorsqu'elle eut de nouveau tiré 3 bouffées encore plus voluptueuses, il lui sembla se souvenir qu'elle avait effectivement souhaité un enfant lors de son intermède conjugal avec Monsieur Bartolotti. Mais je me serais tout de même souvenu d'en avoir commandé un, pensa-t-elle. Reconnais que tu ne t'es pas souvenu d'avoir un jour commandé un catal de punaises, s'écria Madame Bartolotti en parlant toute seule. D'accord, te répondit-elle, mais on ne va pas comparer des punaises avec un gosse. Une commande aussi inhabituelle, on s'en souvient. Peut-être. Mais les moulins à prière tibétains sont dans nos contrées encore plus rares que les enfants, et tu avais pourtant oublié de les avoir commandés. Madame Bartolotti continua à se disputer avec elle-même un bon bout de temps, puis elle finit par se mettre d'accord, toujours avec elle, pour attribuer cette commande à Monsieur Bartolotti, dont la disparition remontait à la nuit des temps. Il avait probablement désiré lui faire une agréable surprise. Madame Bartolotti se trouva fort émue face à une attention aussi délicate. Monsieur Bartolotti ne s'était guère montré coutumier du fait. Elle se souvint aussi, en achevant son cigare, que Monsieur Bartolotti avait jadis, il y avait vraiment longtemps, demandé 3 semaines durant et tous les jours s'il n'avait pas reçu un paquet. Voilà, j'y suis, s'écria-t-elle. Il attendait un enfant. Oui. En fait, Madame Bartolotti se trompait. Elle se trompait du tout au tout. Monsieur Bartolotti attendait à l'époque un livre intitulé « L'interprétation des rêves dans l'Égypte pharaonique », livre qu'il avait finalement reçu. Madame Bartolotti alla chercher son porte-monnaie, son portefeuille, sa bourse en cuir et une sacoche en plastique. Le porte-monnaie contenait quelques pièces. Le portefeuille, 1000 francs, prévu pour payer le loyer. La bourse, quelques pièces de 5 ou de 10 francs. Et la sacoche en plastique, elle, 4 billets de 500 francs pour les cas de nécessité. Ma chère enfant, il s'agit bien d'un cas de nécessité, se dit Madame Bartolotti. Elle ôta son peignoir, courut dans la salle de bain où elle enfila un jean et un pull, qu'elle prit sur la corde à linge. Le jean était encore mouillé à la taille et autour de la fermeture éclair. Il n'était évidemment pas repassé, donc à la fois raide et fripé. Quant au pull, lui aussi non repassé, il n'avait plus guère de forme. Personne ne s'en apercevra si je mets mon manteau, pensa Madame Bartolotti. Car elle possédait un manteau. Un gros manteau en lièvre gris. Et malgré la douceur automnale, elle l'enfila. Avec mon manteau de lièvre gris, je ne peux que mettre ma toque assortie, déclara-t-elle en se posant sur la tête une énorme toque en lièvre gris.
Puis elle glissa les 2000 francs de la sacoche dans son porte-monnaie, le porte-monnaie, le portefeuille et la bourse en cuir dans son sac. Elle appela un taxi et quitta son appartement. Madame Bartolotti se fit conduire en ville. Elle vivait en effet dans une grande métropole où on disait « aller en ville » pour dire « aller dans le centre », c'est-à-dire là où étaient situés les magasins les plus élégants et les plus chers. On était au début du mois d'octobre, mais il faisait encore chaud. 24 degrés à l'ombre, exactement. Madame Bartolotti transpirait beaucoup sous son manteau de lièvre gris, et les gens la regardaient avec une curiosité non dissimulée. Madame Bartolotti était accoutumée au regard curieux. Elle avait en effet pour habitude de ne pas s'habiller comme tout le monde. Soit ses vêtements ne convenaient pas à la saison, soit ils n'étaient pas de circonstance. Elle allait jouer au tennis en pantalon noir, portait un jean à l'opéra, acheter son lait en robe de soie ou aller au cinéma en culotte de montagne. « Tu prends plaisir à choquer », affirmait M. Alexandre, le pharmacien. Mais c'était fou. Madame Bartolotti ne cherchait nullement à choquer. Elle se contentait de prendre les vêtements au hasard dans sa penderie. Ou alors, l'envie de porter du rouge la titillait, et comme sa culotte de montagne était d'un magnifique rouge profond, elle l'enfilait. Madame Bartolotti arpenta la ville une bonne heure durant, dépensa 2000 francs et se retrouva avec 9 sacs en plastique bourrés de vêtements pour enfants. Elle avait acheté des slips et des chaussettes. Elle avait acheté des pulls imprimés et d'autres brodés. Elle avait acheté des pantalons de velours et une culotte de peau, une ceinture et une chemise indienne en soie. Elle avait acheté 3 paires de sandalettes roses tyriens à bandes mauves. Une taille 30, une autre 31 et enfin une taille 32. Elle avait aussi acheté une magnifique casquette en cuir bleu ornée d'un médaillon chromé et surmontée d'un pompon. Elle avait enfin acheté une veste en patchwork multicolore. Constatant qu'elle avait déjà dépensé beaucoup d'argent, Madame Bartolotti décida de faire quelques économies. Elle se refusa donc un taxi et rentra chez elle à pied. Madame Bartolotti ne supportait pas les autobus. En passant devant un magasin de jouets, elle se souvint tout à coup que les enfants ont absolument besoin de jouets. Elle prit donc son porte-monnaie dans son sac et sortit quelques pièces et acheta une boîte de jeux de construction, un petit ours en peluche, un album, une corde à sauter, un revolver en plastique, une poupée qui disait « Maman », un pantin et un guignol. Mais, apercevant quelques dizaines de mètres plus loin la vitrine d'un magasin de meubles, elle eut des sueurs froides en pensant que Frédéric avait aussi besoin d'un lit dans les plus brefs délais. Elle récupéra donc l'argent du loyer dans son portefeuille et entra dans le magasin de meubles pour y chercher un lit d'enfant. Elle en aperçut un, rouge avec un matelas vert décoré d'éléphants blancs. Ce lit et ce matelas étaient les plus chers de tout le magasin. Madame Bartolotti paya comptant et le vendeur lui promit de faire livrer le lit et le matelas l'après-midi même. Madame Bartolotti était sur le point de rentrer lorsqu'elle se souvint tout d'un coup que Frédéric aimait certainement les sucreries et les glaces. Elle sortit de nouveau son porte-monnaie de son sac, entra chez le boulanger et acheta un paquet de nougats assortis, un autre d'amandes grillées, une boîte familiale de glace à la framboise, une douzaine de chewing-gums et 10 bâtons de réglisse. Frédéric n'était plus au lit lorsque Madame Bartolotti rentra à la maison. Il était debout devant la fenêtre de la salle de séjour, un drap sur les épaules, et observait le spectacle de la rue. « Bonjour maman, dit-il. » Madame Bartolotti laissa tomber simultanément les 11 sacs en plastique, se glissa hors de son manteau de lièvre gris, jeta sa toque sur la table et essuya la sueur qui perlait sur son front. « Bonjour Frédéric, dit-elle, en demandant si c'était ainsi qu'il fallait se comporter avec les jeunes garçons de 7 ans. Ne valait-il mieux pas les embrasser, ou peut-être les prendre dans ses bras, ou encore leur taper sur l'épaule ? Ne fréquentant pas de garçons de cet âge, elle n'avait aucune expérience en la matière. Madame Bartolotti se souvint malgré tout d'avoir vu la vieille Madame Meyer soulever Michel, son petit-fils, puis l'embrasser sur les 2 joues.
Elle marcha donc droit sur Frédéric et le souleva de terre pour amener son visage à hauteur du sien. Frédéric la laissa faire sans dire un mot et elle se posa tout à coup des questions sur le bien fondé de son geste. Finalement, elle reposa le jeune garçon sur le sol sans l'avoir embrassé. Il la dévisagea d'un air dubitatif. « Pourquoi m'as-tu soulevé de terre, puis reposé ?» demanda-t-il. « J'avais l'intention de t'embrasser, mais peut-être avais-je tort. » « Les parents embrassent leurs enfants pour les récompenser d'avoir été sages, » dit Frédéric. Puis il passa un bout de langue sur ses lèvres, plissa le front, ferma les yeux. Il réfléchissait de toute évidence. En effet, il déclara quelques secondes plus tard en jouant avec son drap. « Je suis resté seul à la maison. Je n'ai rien cassé, rien endommagé. J'ai certes retiré un drap du lit pour le mettre sur les épaules, mais j'espère ne pas avoir fait mal. J'avais un peu froid. »« Tu as très bien fait, » le rassura Madame Bartolotti. « Alors je crois que tu peux m'embrasser. » Madame Bartolotti souleva de nouveau Frédéric, amena une nouvelle fois son visage à hauteur du sien, puis l'embrassa, d'abord sur la joue gauche, puis sur la joue droite. La peau de Frédéric était chaude, douce et lisse. Madame Bartolotti constata qu'il était agréable d'embrasser un enfant, et l'embrassa donc encore sur les deux joues avant de le reposer au sol. Puis elle alla chercher ses sacs en plastique et déballa ses achats. « Ça te plaît ?» demanda-t-elle en sortant d'un sac un t-shirt imprimé. « Ça te plaît ?» demanda-t-elle en exhibant une ceinture de cuir dotée d'une énorme tête de taureau en guise de boucle. À chaque objet qu'elle sortait d'un des sacs, Frédéric approuvait d'un signe de tête. Mais cette approbation manquait visiblement d'enthousiasme, et Madame Bartolotti ne put que le constater. « Je crois, dit-elle tristement, que tout cela ne te plaît guère. »« Oh, si, répondit poliment Frédéric. Oh, si, ça me plaît. Je suis content. »« J'aimerais en être sûre, s'écria Madame Bartolotti. Enfile un peu pour voir. » Frédéric hésita un instant, puis hasarda. « Je ne sais pas si c'est la mode, mais... » Il n'acheva pas sa phrase. « Mais quoi ? Mais... » Et il se tut de nouveau. « Mais quoi ? Eh bien, parle !»« Bon, si tu y tiens, je vais te le dire, » murmura Frédéric. « J'ai longtemps regardé par la fenêtre et j'ai vu beaucoup d'enfants. Certains avaient mon âge et portaient des vêtements très différents de ceux-ci. » Et que portaient-ils donc ? Des pantalons gris clair, des chemises rayées ou à carreaux et des vestes marron ou bleues. « C'est parce que les gens sont épouvantablement ennuyeux, » s'écria Madame Bartolotti, « parce qu'ils n'ont aucune fantaisie, qu'ils portent toujours les mêmes vêtements et qu'ils n'ont pas confiance en eux. » Madame Bartolotti se frappait la poitrine en parlant et elle semblait ainsi désigner le grand soleil doré, le chevreuil rouge et le chat vert qui ornait son pullover. « Regarde-moi, ajouta-t-elle, je porte aussi des vêtements différents de ceux des gens. Ce soleil, ce chevreuil et ce chat, c'est moi qui les ai dessinés. Personne ne porte un pullover comme le mien, et j'en suis fière. C'est beau, non ? » « Je ne sais pas, répondit Frédéric. « Bon, bon, soupira Madame Bartolotti. Je crois que tu donnes raison aux gens, qui sont si différents de moi. Si tu veux, je t'achèterai demain une chemise à carreaux et une veste bleue. D'accord ?» Mais Frédéric fit non de la tête et expliqua que ce serait de l'argent gaspillé. Il enfila donc son slip à carreaux rose et blanc, passa sa tête dans l'emmanchure d'un t-shirt imprimé et se glissa dans un pantalon de velours violet avec un cœur vert sur chaque genou. Puis il boucla son ceinturon à tête de taureau et posa enfin sur son crâne sa casquette bleue surmontée d'un pompon. « Tu es beau comme un astre !» s'écria Madame Bartolotti avec enthousiasme. « Tu es le plus bel enfant que j'ai vu de ma vie. » Elle voulut conduire Frédéric devant la grande glace de l'entrée. « Viens te voir. Tu pourras constater comme tu es beau. »« Non, merci, » répondit Frédéric. « Les garçons de 7 ans ne doivent pas regarder dans une glace, hormis pour se nettoyer les oreilles ou se brosser les dents. Sinon, ils deviennent futiles et vaniteux. »« Excuse-moi, » murmura Madame Bartolotti. Et elle s'écria en se rappelant tout à coup la glace à la framboise. « Oh, mon Dieu, elle va fondre !» Elle sortit la boîte de glace d'un des sacs, courut à la cuisine, déchira le carton isolant et en posa le contenu dans une coupe en verre blanc. Elle prit dans un placard une boîte en fer blanc qui contenait de longues et minces gaufrettes
les planta artistiquement dans le cube de glace et contempla son œuvre en trouvant fort beau cette sorte de hérisson à long piquant. Elle revint trouver Frédéric et lui dit « Tiens, tu vas te régaler, c'est quelque chose d'extraordinairement bon. » Mais d'ordinaire, c'est en été qu'on mange des glaces, fit remarquer Frédéric. Bof, on peut en manger toute l'année. Je les aime surtout en hiver, et particulièrement lorsqu'il neige. Mais je croyais qu'on servait les glaces au dessert. Excuse-moi, mon cœur, s'écria madame Bartolotti. J'avais oublié. Tu dois mourir de faim. Je vais te préparer un sandwich au jambon et un œuf mollet. Veux-tu du concombre avec? Je n'ai pas faim, répondit Frédéric. Le bouillon de culture m'a nourri pour 26 heures. Je voulais simplement savoir si on peut manger de la glace l'estomac vide. Tonnerre de tonnerre! Mais pourquoi n'arrêtes-tu pas de demander si on peut ou si on ne peut pas? C'est ce que doit faire un garçon de 7 ans. Je n'ai pas des idées très claires sur ce que doit faire ou non un garçon de 7 ans, murmura madame Bartolotti, passablement troublée. Alors je ne mangerai pas de glace aujourd'hui, décréta Frédéric. Tu te renseigneras demain pour savoir quand on peut manger de la glace, n'est-ce pas? Madame Bartolotti acquiesça d'un signe de tête, quoique ne sachant guère qui interroger pour se renseigner. Elle était, à vrai dire, franchement déroutée, ce qui l'amena à manger toute la glace et toutes les gaufrettes, et lui valut quelques crampes d'estomac et quelques brûlures du tube digestif. Frédéric resta sagement assis en face d'elle et la regarda engloutir sa glace. Elle lui tendit plusieurs fois une cuillerée ou une gaufrette en lui demandant s'il ne voulait pas au moins goûter. Mais il refusa obstinément. Madame Bartolotti venait de terminer la glace lorsque Frédéric lui demanda s'il pouvait l'aider à faire le ménage, laver la vaisselle ou descendre la poubelle. « Tu aimes faire ce genre de choses ?» demanda-t-elle. « Aimer, je ne sais trop, mais un garçon de 7 ans doit aider sa mère en lui épargnant quelques corvées. »« Ah, oui, évidemment, » bredouilla madame Bartolotti. Mais elle estima que la poubelle était encore loin de déborder, que la couche de poussière n'avait pas atteint la cote d'alerte et qu'il y avait suffisamment d'assiettes, de bols, de saladiers, de cuillères propres dans le placard de la cuisine. Bref, que Frédéric ferait mieux de s'amuser avec ses jouets tout neufs. Frédéric prit son jeu de construction, souleva le couvercle et observa les cubes. « Ce sont de très beaux cubes multicolores, » déclara-t-il. Madame Bartolotti poussa un soupir de soulagement. « Avec ces cubes, tu peux construire des tours, une locomotive, un hôtel de ville et même un avion, expliqua-t-elle. Frédéric rabattit le couvercle, glissa le carton sous son bras et demanda « Où puis-je jouer ?»« Où ?» Madame Bartolotti ne comprenait pas le sens exact de cette question. « Je veux dire, où est mon espace de jeu ?» expliqua Frédéric. Madame Bartolotti n'avait encore jamais entendu parler d'un espace de jeu. Et Frédéric dut lui apprendre que les enfants doivent disposer d'un espace ou d'une pièce où ils ont le droit de jouer. Sa mère ne disposant pas d'un appartement avec pièce de jeu, il fallait donc lui délimiter un espace de jeu. Madame Bartolotti se mit à réfléchir intensément. Elle disposait d'une salle de séjour, d'un atelier, d'une chambre à coucher, d'une cuisine, d'un couloir et d'une salle de bain. Chaque pièce ayant 4 coins, ça faisait en tout 24 coins. Chacun d'entre eux pouvait devenir espace de jeu. Mais Frédéric pouvait tout aussi bien jouer au milieu de la salle de séjour. « Merci, répondit-il, mais un coin me suffira. »« Alors trouve-t'en un. »« Où vais-je déranger le moins ?»« Mais déranger qui ? » ?»« Toi. »« Mais tu ne me déranges pas le moins du monde, s'écria madame Bartolotti. « Pas du tout, je t'assure, tu peux jouer où tu veux. »« Alors je prends ce coin, déclara Frédéric en désignant l'angle de la fenêtre, entre la fenêtre et la porte donnant sur le couloir. Ça va ? Madame Bartolotti approuva d'un signe de tête. Frédéric posa son jeu de construction sur le sol, ouvrit le couvercle et regarda de nouveau les cubes. « Je t'ai acheté encore des tas de choses, lança madame Bartolotti. Regarde. Un ours, une poupée, un album. Je crois préférable, l'interrompit Frédéric, et surtout plus raisonnable pour un garçon de 7 ans de ne s'intéresser qu'à un seul jeu à la fois.
Il peut ainsi mieux se concentrer et éviter de s'énerver. Excuse-moi, j'avais oublié ce détail, bredouilla Madame Bartolotti en posant tous les jouets qu'elle avait achetés dans le coin près de la porte. Y compris, bien sûr, la poupée qui disait « Maman !» C'est pour moi demanda Frédéric en regardant la poupée. Et comme Madame Bartolotti faisait « oui » de la tête, il poursuivit. « Mais je suis un garçon de 7 ans. » Une poupée qui dit « maman » n'est pas pour un garçon de 7 ans. Les poupées sont pour les filles de 7 ans, répondit Frédéric. Dommage, soupira Madame Bartolotti en ramassant la poupée. Elle était si jolie. Elle arrangea la chevelure de la poupée, répartit les bouclettes sur le front, lui chatouilla le ventre et décida de l'offrir à la petite fille qui habitait à l'étage en dessous. Cette petite fille s'appelait Sophie. Frédéric se mit à empiler ses cubes. Il se mit à empiler ses cubes et à construire une tour très haute et très mince. « Tu sais, Frédéric, commença Madame Bartolotti, et elle lui expliqua qu'elle devait travailler un peu, tisser au moins 3 centimètres de tapis. Puis, elle lui demanda si elle pouvait le laisser seul ou s'il préférait la suivre dans son atelier. « Comme ça, tu ne seras pas seul, expliqua-t-elle. Frédéric avait entrepris de bâtir une seconde tour aussi mince que la première. « Non merci, répondit-il, je préfère rester ici. Je me doutais bien qu'il te faudrait aller travailler. On nous a expliqué que la plupart des mères travaillent de nos jours, qu'elles ont une activité professionnelle. Il y a des enfants qui vivent chez leur grand-mère, d'autres sont placés dans des crèches ou dans des garderies. C'est ce qu'on appelle des enfants en nourrice. »« Mon Dieu !» murmura Madame Bartolotti. Sentant de nouveau l'angoisse la gagner, elle préféra se retirer dans son atelier et s'asseoir devant son métier pour y tisser et nouer des bouts de laine violet, vert pomme et rouge sang. Elle tenait à oublier l'étrange attitude de cet enfant qui jouait dans un coin de la salle de séjour. Madame Bartolotti arrivait à faire le vide dans sa tête lorsqu'elle nouait ses bouts de laine. Peut-être était-ce pour cette raison que ses tapis étaient si beaux. Mais, oubliant tout ce qui se passait autour d'elle, elle oubliait aussi l'heure. Frédéric surgit tout à coup à ses côtés. Madame Bartolotti le dévisagea, puis jeta un coup d'œil à sa montre et constata avec effroi que la nuit tombait. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle, « tu dois être affamée !»« J'ai un peu faim, un tout petit peu, répondit Frédéric. Mais il expliqua qu'il était venu la voir pour une autre raison. Il avait envie de chanter. Hélas, il n'avait aucune idée de ce que chantaient les garçons de 7 ans. On ne lui avait rien enseigné à ce propos. Ou peut-être lui avait-on enseigné quelque chose, mais il n'avait probablement guère été attentif ce jour-là. « Dis-moi, j'aimerais bien savoir ce que tu as appris, » murmura Madame Bartolotti en le dévisageant de nouveau, mais avec curiosité cette fois. « Que t'a-t-on enseigné exactement? Et qui étaient tes professeurs ?» Frédéric resta muet comme une carpe. « As-tu eu des maîtres ou étaient-ce les ouvriers de l'usine qui étaient chargés de ton éducation? Es-tu resté longtemps aussi rabougri, pardon, je voulais dire aussi desséché qu'avant l'absorption du bouillon de culture ?» Frédéric ne desserrait toujours pas les dents. « Tu ne veux pas me répondre? Je n'ai pas le droit de parler de l'usine. Je n'ai le droit qu'en cas de nécessité absolue. » Est-ce un cas de nécessité absolue? Non, certes non, ce n'est pas un cas de nécessité absolue. Et Madame Bartolotti tenta de se souvenir de ce qu'elle avait chanté petite fille. La première chanson qui lui revint en mémoire fut... Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Mais elle avait oublié la suite. C'est alors qu'elle pensa à 3 jeunes tambours s'en revenaient de guerre. Impossible, hélas, de se souvenir de la suite. Elle chercha quelques instants et finit par se rappeler autre chose. La chapelle au clair de lune où j'ai tant rêvé de toi. Madame Bartolotti se tut. Il ne s'agissait pas d'une complainte enfantine, mais d'un succès que fredonnaient les adultes quand elle était petite fille. En se creusant la tête, elle réussit néanmoins à retrouver quelques vraies chansons d'enfants. Cadet Roussel a 3 maisons, qui n'ont ni poutre ni chevron. La tour prend garde de te laisser abattre. Il y avait aussi le petit cheval dans le mauvais temps. Madame Bartolotti entonna ces 3 chansons, l'une après l'autre, avec une bonne humeur croissante. Puis elle embraya avec d'autres. Brassens.
Le seul reproche au demeurant qui ait pu mériter mes parents, c'est d'avoir pas joué plus tôt la boîte de la bête à deux dos. Mais lorsqu'elle en arriva à le temps ne fait rien à l'affaire, et plus particulièrement au passage où il est dit que quand on est con, elle s'aperçut que Frédéric pâlissait d'inquiétante façon. La suite est vraiment drôle, pensa madame Bartolotti. Elle ne peut que le faire rire. Aussi chanta-t-elle à pleine voix. Entre vous, plus de controverses, con caduc ou con débutant, petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Frédéric était devenu blanc comme un cachet d'aspirine. Pour le réconforter, madame Bartolotti s'empressa d'entonner d'une voix radoucie. Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Frédéric ne put alors retenir ses larmes. Frédéric, que se passe-t-il s'écria madame Bartolotti en courant chercher son mouchoir dans son sac à main pour essuyer les larmes qui ruisselaient sur ses joues. Je pleure, sanglota-t-il. Je pleure parce que je ne sais plus comment réagir. Les garçons de 7 ans sont censés écouter attentivement ce que leur racontent leurs parents. Mais par ailleurs, les garçons de 7 ans ne doivent pas tendre l'oreille quand on dit, raconte ou chante des choses indécentes en leur présence. Ai-je chanté quelque chose d'indécent demanda madame Bartolotti avec une candeur naïve. Frédéric hocha la tête. Madame Bartolotti promit de ne plus rien chanter d'indécent. Et il cessa de sangloter. C'est alors qu'on sonna. Non pas comme le facteur ou les livreurs, mais très doucement. 3 coups. C'était le code de monsieur Alexandre, le pharmacien. On était en effet samedi, un de ses jours de visite. Ah! Je l'avais oublié, ce pauvre monsieur Alexandre. Ce pauvre Alexandre, s'écria madame Bartolotti en courant ouvrir. Elle se heurta le coude à la porte de la penderie, dans l'entrée, et faillit jurer épouvantablement. Mais elle se retint pour ne pas faire pleurer Frédéric. Monsieur Alexandre avait enfilé son costume noir et noué sa cravate grise. Il tenait à la main un bouquet de violettes et chuchota en entrant. J'ai 2 merveilleuses places pour l'opéra. Et moi, j'ai un merveilleux gosse, répondit madame Bartolotti. 2 fauteuils d'orchestre au premier rang, à droite de l'allée. Monsieur Alexandre se tut et dévisagea son ami en bredouillant. Comment? Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce 2e épisode du livre Le môme en conserve. Et je vous lirai la suite de l'histoire demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.